Épreuve d'entraînement d'ALF C1. Compréhension de l'oral. Première partie. Bonjour à tous. L'idée que la mesure de la croissance, le PIB, chaque trimestre, ne suffit pas à épuiser la question du bien-être et du bonheur n'est pas nouvelle. Il faut d'autres indicateurs en complément pour peut-être orienter différemment les politiques. Comment mesurer le bonheur? Qu'est-ce qui nous rend ou pas heureux? Et comment réorienter les politiques publiques en fonction de cet objectif? C'est notre sujet du jour. En studio, Paul Perrier, fondateur d'une association sur la question du bonheur, et l'économiste Florence Lepuy. Et nous attendons vos questions et réflexions. Bonjour Paul Perrier. Bonjour. Les Français sont-ils heureux maintenant que vous avez cet indicateur trimestriel du bonheur des Français? Est-ce qu'ils sont heureux? Ils sont plutôt heureux. On a une note de 5,9 sur 10. On a 56% d'entre eux qui sont plutôt heureux. Après, la triste nouvelle, sans aller dans la morosité, on a découvert une grande disparité. On pourrait même parler de fracture du bonheur, puisqu'on a 1,6 million de personnes qui répondent à 47 questions entre 0 et 1 sur 10. C'est-à-dire qui évaluent leur vie comme étant la pire vie possible et inimaginable. 1,6 million. Et à l'opposé du spectre, on a 28% de Français qui sont vraiment heureux dans leur existence. Et là, on voit apparaître un nouveau type de fracture qui n'est pas celle du travail, qui n'est pas celle générationnelle ou liée au logement. On a une fracture beaucoup plus profonde, plus intime, qui est celle du bonheur. Fracture générationnelle tout de même, parce que parmi les enseignements de cet indicateur, c'est que les retraités sont plus heureux ou se disent plus heureux que les jeunes. Oui, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit dans l'enquête. D'ailleurs, Florence pourra en parler. Mais la science du bonheur révèle systématiquement, dans la plupart des pays, que les personnes âgées sont plus heureuses. Alors, à interpréter, mais probablement lié au fait d'acquérir une certaine sagesse, d'avoir un recul par rapport à son existence, faire son deuil de choses accomplies ou non accomplies, et puis également, généralement, lié à des revenus plus élevés qu'à d'autres moments de sa vie. Et on sait qu'il y a un lien entre argent et bonheur. On pourra en parler ensemble. Oui, c'est un des enseignements aussi de cette enquête. Bonjour Florence Lepuy. Bonjour. Vous êtes donc professeur d'économie. On sait aujourd'hui mesurer le bonheur d'une population. On sait le faire. On sait. En fait, on sait depuis longtemps. Depuis les années 70 en tout cas. On essaie de mesurer autre chose que simplement le revenu par habitant, le PNB, qui mesure quand même une partie des conditions du bonheur, mais on essaie de mesurer aussi des autres aspects, la manière dont les choses sont organisées, sont produites, la répartition des richesses, et donc... Et ça fait 30, 40 ans, vous le disiez, qu'on travaille là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui on maîtrise un peu mieux cette question qui est très volatile, cette question du bonheur collectif. C'est très subjectif. Ça suppose que les économistes assument d'aller dans le subjectif et de dire « c'est une matière pour nous ». Oui, exactement. En fait, les économistes sont entrés dans ce champ qui consiste finalement à vérifier que toutes leurs hypothèses et leurs représentations et la mise en œuvre de ce qu'on pense être au fondement du bien-être l'est effectivement. C'est-à-dire, on croit à l'emploi, on croit à la croissance, et moi j'en suis persuadée aussi, mais finalement, pourquoi ne pas poser la question aux gens puisqu'ils peuvent en répondre? Est-ce qu'il y a un paradoxe français durable qui consisterait à dire que, vu l'état de richesse du pays, l'état de développement du pays par rapport à d'autres, à situation comparable, les Français sont moins heureux que les autres? Bah oui, c'est ce que j'ai découvert avec étonnement en fait. En comparant les réponses des habitants de différents pays comparables au sein de l'Europe, par exemple. Effectivement, à condition d'existence identique ou similaire, les Français ressentent un degré de bonheur moindre. Et alors, la clé de l'explication, c'est quoi? La clé de l'explication, je pense que c'est dans la manière dont justement ils interprètent leurs conditions de vie. Et moi, je pense qu'une grande partie de l'explication est dans le rapport au temps, à la dynamique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut anticiper, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on va vers le mieux? Est-ce que la situation est en train de s'améliorer ou au contraire de se dégrader? Donc c'est ça, cette espèce de manque d'horizon, de manque de récit, de ce vers quoi on va. Alors, Paul Perrier, commençons par le début de ce reportage. Au fond, ce qui émerge de cet indicateur, c'est que le revenu est un facteur important de différence entre ceux qui se disent heureux ou pas heureux. Oui, ça, on le confirme dans beaucoup d'études. On sait que, alors que le revenu augmente, l'épanouissement, le bien-être psychologique, lui, augmente jusqu'à un certain seuil.
Et au-delà de ce seuil, il y a une stagnation, parce qu'on est déjà arrivé à ce seuil protégé des aléas de la vie. En revanche, l'effet social, le statut social et l'effet positif lié à la comparaison à d'autres gens qui gagnent moins d'argent que soi, alors lui, il continue à avoir de l'influence, plus le revenu augmente. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que l'argent rend heureux, effectivement, mais sa poursuite rend malheureux. Et à titre d'illustration, on a une étude faite sur 41 pays, 7000 personnes, où on s'aperçoit que les gens qui considèrent que l'argent est quelque chose d'important dans leur vie sont moins heureux que les autres. Et c'est la définition du matérialisme.